Quelle place le retable d'Isenheim occupe-t-il aujourd'hui au musée Unterlinden de Colmar? Alors, le musée ouvre en 1853. Et en fait, en 1853, le musée est petit. Mais en fait, il y a des spécialités. Il y a l'histoire locale, l'archéologie, les gravures et les dessins et les séquestres révolutionnaires. Puisque cette œuvre, elle rentre au musée avec les séquestres révolutionnaires. Mais très vite, le retable va prendre une place prépondérante dans le musée. Ça va être l'œuvre phare du musée. Et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, elle reste une œuvre qui est l'œuvre pour laquelle on vient au musée Unterlinden et après on découvre tout le reste. Mais c'est vrai que c'est une œuvre qui est mondialement connue, vraiment, que ce soit des Asiatiques, des Américains, évidemment des Italiens, encore plus des Allemands, puisque c'est une œuvre qui est attribuée à Nicolas de Haguenau pour les sculptures et Matisse, dit Gotthard, dit Grunewald pour les peintures. Donc on est en plein dans ce qui était à l'époque, au début du XVIe siècle, le Saint-Empire romain germanique. Donc les Allemands, pour eux, se reconnaissent dans cette œuvre-là. Donc c'est vraiment l'œuvre phare du musée Unterlinden. Pourquoi cette restauration du retable? Alors c'est vrai que le retable, c'est une œuvre phare. C'est une œuvre qui, dès le départ, on a souhaité extraordinaire, on a fait venir les plus grands, on a pris tous les moyens qu'il fallait pour le faire. Et très tôt, dans les archives, c'est vrai que dès 1794, c'est difficile de monter plus haut de toute façon, mais on voit que l'œuvre a été restaurée. Donc, œuvre restaurée régulièrement, pratiquement tous les 30-50 ans, restauration de cette œuvre, non pas tant pour des problèmes vraiment physiques, je dirais, de conservation pure, avec des risques pour l'œuvre, parce que l'œuvre a été tellement bien faite, mais on voit bien que cette œuvre, il faut la restaurer pour des raisons aussi esthétiques. Déjà pour les panneaux peints, parce que le vernis qui est mis pour la restauration et pour l'œuvre elle-même dès le départ est un vernis naturel et qui jaunit avec le temps, donc qui perd son pouvoir de transparence et qui en plus durcit, peut attirer à lui la couche picturale. Donc il y a un besoin de restauration pour des raisons évidentes esthétiques, aussi pour des raisons d'études, parce que ça fait partie, en fait, aujourd'hui, quand on restaure, on étudie une œuvre, et donc c'est assez important, à travers son étude matérielle, son étude technique, d'arriver à mieux connaître cette œuvre-là. Vous vous êtes lancé en 2018? En 2018, voilà, la restauration va commencer en 2018, sachant qu'antérieurement, il y a eu des études, des analyses, depuis presque toujours, depuis que à l'époque ça s'appelait le laboratoire de recherche des musées de France, qui est devenu aujourd'hui le centre de recherche et des restaurations des musées de France. Et on voit dès 1955, il y a des premières analyses, des premières radiographies, études sur le retable, qui ont toujours continué. En fait, c'est une œuvre tellement impressionnante dans l'histoire de l'art qu'elle a eu droit à beaucoup d'analyses, beaucoup d'études, et certaines visaient à poursuivre la restauration de cette œuvre-là. Et en 2018 commence la restauration, et pour une fois dans l'histoire, c'est la première fois vraiment que l'ensemble du retable est restauré, c'est-à-dire les peintures, les sculptures et les encadrements. Qui sont les restauratrices et restaurateurs du retable? Alors, donc il y a eu un appel d'offres pour cette restauration un peu fondamentale, appel d'offres international qui a été fait à partir d'un cahier des charges réalisé grâce à une étude préalable, donc un cahier des charges très précis pour l'ensemble de l'œuvre. Et donc ont répondu plusieurs équipes et ont été sélectionnées une équipe pour les panneaux peints et les encadrements, et une autre équipe, c'est vraiment des spécialités bien précises, une autre équipe pour les sculptures et la caisse moderne du retable qui date de 1930. Donc ce sont des restaurateurs qui se sont groupés. À chaque fois, il y a un mandataire pour les panneaux peints, un mandataire pour les sculptures, et qui a réuni ce qui, pour lui, semblait être l'équipe parfaite, avec plusieurs spécialités, avec des complémentarités. Donc c'est vrai que dans ces équipes, on se rend compte, les équipes choisies, ce sont des équipes de restaurateurs, en particulier de nationalité française et italienne, qui se sont regroupés. Donc il y en a des personnalités qui viennent d'un peu partout en France et qui sont effectivement très complémentaires. Par exemple, dans les panneaux peints, il y a des spécialistes à la fois du bois, du support bois, puisque le retable d'Isenheim est peint sur des panneaux de tilleul, mais aussi on a des spécialistes
de la couche picturale, des spécialistes du vernis, avec carrément une professeure de chimie qui enseigne la chimie, qui enseigne tout ce qui concerne le vernis. Il y a vraiment des spécialités très précises et qui se complètent à chaque fois. Donc je crois, dans les deux cas, des équipes très solidaires, très complémentaires et avec à la fois beaucoup d'expérience, parce qu'il y avait à la fois des personnes qui avaient une expérience de plus de 30 ans et puis des jeunes qui pouvaient apporter aussi un regard nouveau et peut-être des nouvelles technologies qui apparaissent régulièrement dans le monde de l'histoire de l'art et de la restauration. En quoi a consisté le travail de restauration des peintures? Alors, la restauration, un peu pour, si on veut simplifier, la restauration des peintures, des panneaux peints, donc il y a deux parties, panneaux et encadrement, puisque les encadrements sont les encadrements d'origine peints en même temps que les panneaux. Donc, en gros, dans les deux cas, encadrement et panneaux peints, il y a deux étapes dans la restauration. Première étape qu'on appelle, avec un mot un peu générique, le nettoyage, et seconde étape, qui s'appelle la réintégration, où on réintègre les lacunes qui peuvent exister. Donc première étape, nettoyage, test préalable, essai préalable, proposition au comité scientifique pour choisir un niveau de nettoyage qui soit bien évidemment homogène, qui ne soit pas trop important, donc choix des produits pour ce nettoyage. Donc le comité scientifique choisit le niveau de nettoyage souhaité. Et quand on parle de nettoyage, en fait, c'est amincir les vernis qui sont superposés, puisque à chaque fois qu'il y a restauration, et pour le retable, on sait qu'il y en a eu beaucoup, à chaque fois qu'il y a restauration, il y a pose de vernis. Et pose de vernis, un peu complexe, parce qu'il y a deux temps de vernis. Il y a un vernis qu'on va mettre après le nettoyage, on pose un vernis avant de faire la réintégration, et à la fin, on remet un vernis final en quelque sorte. Donc quand on amincit un vernis, quand on nettoie, on enlève non seulement le vernis qui est en superficie, les vernis en superficie, mais on enlève aussi tout ce qui avait été fait par-dessus, par les autres restaurateurs. Donc l'étape de nettoyage est très longue, c'est très spectaculaire, puisque on redécouvre les couleurs, on voit les différentes lacunes qui avaient été masquées au préalable, mais les contrastes de couleurs, les lumières, tout d'un coup, apparaissent. Et seconde étape, après avoir nettoyé, on pose un vernis de protection, et là, on va réintégrer. Et là, c'est peut-être, dans le cas du retable, moins spectaculaire, parce qu'il y avait quelques lacunes qui faisaient quelques centimètres, mais assez rares, avec des chocs qui avaient pu intervenir sur le retable à différentes époques. Mais c'est surtout, dans le cas du retable, les micro-craquelures, alors qui ne se voient pratiquement pas à l'œil, mais qui transforment l'effet dans la couche picturale. Donc ces micro-lacunes, il fallait faire une micro-réintégration, petit point par petit point, et qui était un travail de fourmi, mais qu'il fallait vraiment suivre au millimètre par millimètre, et qui transformait la vision du retable. Avez-vous un ou des exemples de découvertes ou redécouvertes ? Bon, les surprises, elles étaient quotidiennes parce qu'on voyait les restaurateurs travailler. Et c'est vrai que même au moment de l'amincissement des vernis, quand on redécouvrait des couleurs, et même pas seulement ça, en fait, il y avait des redécouvertes de couleurs, mais des volumes qui réapparaissaient. Je me souviens quand les restaurateurs travaillent sur la barbe de Saint-Antoine, qui est dans le premier ensemble, le panneau de gauche, la barbe, avec le vernis, on a un sentiment d'écrasement de toute la peinture. Et quand on voyait ce vernis disparaître, soudain on voyait la barbe, boum, on avait l'impression qu'elle prenait du volume. On voyait les petites mèches toutes blanches, mais on voyait quelques mèches grises en fait qui venaient se superposer par-dessus tout ça et donner du volume. Et ça, c'était tout le temps, avec des apparitions, parce qu'il y a eu quand même des apparitions. Je pense, enfin, l'idée la première, c'est la chevelure de Marie-Madeleine dans la crucifixion. Marie-Madeleine, elle est agenouillée, c'est une tout petit personnage au pied de la croix. Marie-Madeleine, c'est la pécheresse, celle qui est en cheveux. Et en fait, les cheveux font partie de ses attributs. Et il y avait toute une partie de cette chevelure, celle qui est dans son dos, en fait, qu'on ne voyait plus. Parce que sur le fond noir, sombre du paysage, il y avait sa chevelure. Et le vernis qui avait jauni se mêlait à sa chevelure. On ne voyait absolument pas qu'il y avait des cheveux derrière. Donc ça, c'était par exemple, c'était
une redécouverte. Mais il y en a d'autres, mais c'est peut-être des détails et qu'aujourd'hui, je pense que les visiteurs ne verraient pas. Mais moi, j'ai encore en tête le moment où une des restauratrices travaille sur le concert des anges. Dans le concert des anges, il y a des colonnes dorées qui supportent une architecture gothique flamboyante. Et ces colonnes, voilà, c'était des colonnes. Et je revois la restauratrice au moment de la réintégration. Sur ces colonnes, il y a 3 lignes verticales jaunes sur l'or. Et en fait, ces lignes, elles étaient usées, elles n'existaient plus, il n'y avait plus de continuité. Et je revois la restauratrice en train de poser petit point par petit point, de combler les petites lacunes et refermer en fait la ligne et recréer des lignes. Et je voyais en fait ces lignes réapparaître alors que c'était juste des petites lacunes à différents endroits. Et en voyant réapparaître les lignes, je voyais le volume de la colonne se créer devant mes yeux, en fait, se recréer devant mes yeux. Et ça, c'est la magie de ce retable, et ça, c'était partout, dans tous les éléments et dans tous les panneaux. Les encadrements sont-ils d'origine? Oui, ce sont les encadrements d'origine, faits en même temps, réalisés en même temps que les panneaux, donc là aussi en tilleul, en relief, et peints en même temps que les panneaux. Et on voyait ces encadrements. Donc je pense aux encadrements de l'intérieur du retable, lorsqu'on ouvre les premiers volets, et ces encadrements étaient bleus, rouges et or. Et en fait, quand on se rend compte après la restauration à quel point c'était contrasté, et il y avait une vraie analyse, parce que lors de la première ouverture, il y a certains panneaux qui sont or, argent, on ne le voyait plus, bleu et or, et comment l'or prend de plus en plus d'importance, plus on avance vers les sculptures. Et tout ça était très usé, et le contraste avait faibli avec l'empoussièrement, avec les salissures. Les bleus étaient devenus gris, noirs, les rouges étaient sales aussi, et il y avait beaucoup de lacunes. Donc on retrouve une structure de l'encadrement, puisque c'est le but, c'est fermer une composition. Et il y a même des endroits, je pense au concert des anges, où la composition du panneau avec ces lignes rouges redessinent, en fait reprennent ce que l'on va voir dans l'encadrement. Et ça, c'est très très fort. Mais le plus enthousiasmant, c'est lorsqu'on a travaillé sur les encadrements du premier ensemble, celui avec la crucifixion, Saint-Antoine, Saint-Sébastien et la déploration sur le corps du Christ mort. On savait que ces encadrements étaient faux marbre, ils étaient faux marbre avant la restauration. Il y avait eu des analyses déjà en 2004 pour essayer de voir ce qu'il y avait dessous ces encadrements qui étaient faux marbre, mais qui étaient assez grossiers, assez pâteux. Et on s'est rendu compte qu'en dessous, il y avait aussi du faux marbre, beaucoup plus subtil. Donc on a prévu dans la restauration de ces encadrements. On voulait enlever ce repeint faux marbre pour retrouver le faux marbre d'origine. Alors ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, puisqu'en fait les restaurateurs se sont rendus compte que soit chimiquement, soit mécaniquement au scalpel, ce qu'on savait faire avant, c'eût été très très long, très ardu et très dangereux pour la couche originale. Et donc il a fallu trouver une autre technique. Les restaurateurs ont proposé de faire cette restauration, donc de dégager la polychromie originale grâce au laser. Le laser qui permettait de brûler en quelque sorte, de détruire le repeint pour arriver à la couche originale et enlever plus facilement au scalpel cet élément pour retrouver la peinture originale. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Il a fallu faire venir Anna Brunetto, qui est une restauratrice venant d'Italie, qui maîtrise totalement cette technique, qui n'est pas évidente, hein. C'est peut-être plus évident quand il y a une couche noire avec un repeint blanc, ça va, c'est facile, mais un repeint à l'huile faux marbre sur une couche originale à l'huile faux marbre, c'était une gageure qui a été relevée par l'équipe de restauration. Et c'est vrai que ce faux marbre, c'est extraordinaire, parce qu'on pourrait s'attendre, ce qu'on voit sur d'autres retables germaniques du début du XVIe siècle, on pourrait s'attendre à un faux marbre uniforme partout. Enfin, uniforme. Le faux marbre fait qu'avec ses veines, il y a des mouvements. Mais là, dans le retable, non seulement il y a ces vibrations avec ces veines colorées, mais en plus, l'encadrement, il n'est pas égal. En fait, il y a une évolution de ce faux marbre qui se change de couleur de façon évolutive en travaillant en fait en lien avec la couche picturale. Je pense au Saint-Sébastien. On a l'impression que l'artiste, donc Grunewald et son atelier, a fait exprès sur l'encadrement, à droite de l'encadrement,
on a l'impression que la lumière qui sort de la fenêtre vient éclairer l'encadrement et lui donne cet aspect beaucoup plus clair et ocre, alors que de l'autre côté, il est verdâtre. Et ça, c'est assez fou. Et de la même manière, dans la crucifixion, vous avez un encadrement faux marbre, marbré, bordeaux, rose, qui vire vers le vert foncé, le noir en haut. Mais au niveau de la Vierge, en fait, dans la crucifixion, on a l'impression que l'artiste a voulu que le vêtement blanc dans lequel s'enroule la Vierge de la crucifixion, ce vêtement blanc se reflète sur le faux marbre et on a des taches lumineuses blanches sur ce faux marbre rose. Donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez exceptionnel qui a été découvert. Et l'autre découverte, c'est dans la sculpture. La sculpture avait été un peu le parent pauvre, le parent oublié dans la restauration du retable, puisque, a priori, dans les archives, je n'ai pas trouvé d'éléments sur la restauration des sculptures, sauf en 1889. Donc c'était un peu le parent pauvre qu'on oubliait, qu'on ne regardait pas. Et là, cette restauration a permis de découvrir quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire déjà de pouvoir dire et écrire que la polychromie qu'on voyait, donc, c'est-à-dire la mise en couleur sur les sculptures qu'on voit aujourd'hui, c'est bien la polychromie originale du début du XVIe siècle. Lors de la précédente restauration et étude, à la fin des années 80, on disait qu'une grande partie de la polychromie était du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on a repris totalement et on sait que c'est la polychromie originale, avec des effets exceptionnels, un travail sur la feuille d'argent, la feuille d'or, avec des glacis dessus, très proche de ce qu'ont fait les peintres sur la couche picturale, et le lien entre la polychromie et la couche picturale est tel qu'aujourd'hui on dit, ce qui était normal, mais on pense vraiment que c'est l'atelier de Grunewald qui a réalisé la polychromie des sculptures. Et tout dans les sculptures, que ce soit les carnations des visages qui étaient très encrassés, qui avaient été vernis, ce qui est une aberration, on ne vernit pas les sculptures. Donc qui avaient été vernis, encrassés, tout était gris, tout était pareil. Tous les visages de tous les apôtres, ils étaient pareils, alors qu'aujourd'hui, si vous venez au musée, vous verrez, il y a Saint Jean qui est le jeune avec ses petites joues roses un peu rebondies, Saint Pierre vieillissant avec ce visage un peu grisâtre. Après, vous avez d'autres apôtres qui sont beaucoup plus rougeaux, enfin, ils sont tous différents, et dans les subtilités, il y a un des apôtres, par exemple, il a une tunique rayée, et cette tunique rayée, elle est faite d'une feuille d'argent sur laquelle on a posé un glacis à base d'indigo, et ce glacis posé bleu en certaines couches, et puis pour faire les rayures horizontales, on a repassé à plusieurs couches ce même indigo. C'est très subtil, la coiffure de Saint-Jacques, c'est aussi un indigo bleu-vert sur feuille d'argent. Il y a des subtilités qu'on ne voyait absolument pas dans les sculptures. Et je ne parle pas des trois grandes sculptures, Saint-Antoine, Saint-Augustin et Saint-Jérôme, sur lesquelles on a redécouvert aussi leur polychromie originale en enlevant des repeints très certainement réalisés à la fin du XVIIIe siècle pour des histoires de mode. Parce qu'il y a aussi la mode en histoire de l'art. Et donc on a redécouvert des bases vertes claquantes, et les sculptures, elles prennent plus de poids en fait. Avant, les bases étaient soit brunes pour Saint-Antoine, soit bordeaux pour Saint-Augustin et Saint-Jérôme, et en fait tout ça passait, en fait glissé. Le fait qu'aujourd'hui il y ait ces bases vertes, ça donne une pose à ces sculptures. Ces personnages existent et sont posés sur l'herbe en fait, mais elles ont encore plus de présence qu'elles n'avaient autrefois. J'ai une question un peu naïve. Comment savez-vous que ce sont les couleurs originales qui réapparaissent? Alors, en fait, moi je ne suis pas restauratrice, mais les restauratrices, puisque dans les sculptures, ce sont des restauratrices qui ont travaillé sur la polychromie, en fait, elles savent pertinemment, parce qu'au préalable, il y a eu une étude, aidée en cela aussi par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, il y a eu des micro-prélèvements sur des niveaux de lacunes. Donc, je parle de micro-prélèvements, c'est vraiment au stade du micron. Et en fait, on voit très bien la stratigraphie, c'est-à-dire on voit le bois, on voit la préparation, on voit, si vous voulez, les différentes interventions qui ont eu lieu, qui appartiennent à la couche originale, plus après les repeints. Et tout ça se lit très très bien, vraiment. Donc on sait très bien à quel niveau on est dans la partie de la polychromie originale, doublé en cela aussi par l'analyse des pigments, puisque là aussi le Centre de recherche et de restauration des musées de France peut nous dire avec quoi sont faits les pigments.
Donc on sait que ceux-là appartiennent bien au XVIe siècle et ne sont pas plus tardifs. Et puis il y a aussi, on a travaillé évidemment avec des restaurateurs allemands. Et là aussi, eux ont beaucoup travaillé sur la sculpture allemande et on fait des parallèles et on sait très bien que ce pigment-là, il est utilisé à cette époque-là et que ça correspond à ce qui se faisait à cette époque-là. Avez-vous bénéficié de moyens techniques plus importants que lors des précédentes restaurations? Oui, j'avoue vraiment, et on le voit bien par exemple pour la sculpture. En 1985-86, il y avait eu une étude sur les sculptures avec là aussi des radiographies, là aussi des micro-prélèvements du Centre de recherche et de restauration. Et donc on a pris le temps. C'est tellement important dans la restauration de prendre le temps pour étudier, pour se poser, pour tout mettre à plat. À la fois les textes d'archives, les documents qu'on pouvait avoir, tout ça c'était très très important de rassembler tout ça, de prendre le temps de cette étude pour bien comprendre la polychromie. Donc il y a déjà le temps et puis il y a la technologie qui fait des progrès impressionnant. Le Centre de recherche et de restauration, tout ce qui est recherche, ils avancent vraiment à grands pas. Eux diraient que c'est à petits pas, mais moi je trouve que c'est vraiment très très impressionnant. Et cette nouvelle technologie nous permet d'aller plus loin et de mieux comprendre les choses. Et même pour la restauration, c'est pareil. Dans la restauration, tout ce qui est produit nous permet d'aller plus loin. Je vois pour l'amincissement des vernis, le fait de cette découverte de gel qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on enferme les solvants dans des gels qui permettent des pauses, qui permettent des temps de pause. Ça permet beaucoup plus, là aussi, d'aller plus précisément là où on veut aller et de façon plus fine qu'au préalable où les produits pouvaient pénétrer dans la couche picturale. Donc il y a des progrès énormes. En 20 ans, on voit vraiment les progrès qui peuvent être faits. Vous avez fait le choix de laisser certaines usures du temps. Je pense par exemple à cette brûlure sur la prédelle ou sur les dés de la caisse de la sculpture. Pourquoi ces choix? Alors ça, c'est des choix presque des effets de... On souhaite être le plus transparent possible par rapport à une restauration. C'était, je pense, pas le cas il y a quelques années. Enfin, moi je sais, puisque j'étais présente aussi, mais il y a 30 ans, on masquait certaines choses parce qu'on trouvait que ça altérait le regard. Et on voulait que ça passe inaperçu. Aujourd'hui, c'est vrai que lors de la restauration, on s'est très vite rendu compte que sur la prédelle, par exemple, il y avait deux marques de brûlure assez importantes. Et il y a beaucoup de petites marques de brûlure, par exemple, sur la crucifixion et un petit peu sur le concert des anges. Mais ces marques de brûlure, on s'est dit, mais c'est intéressant pour un visiteur de se dire, tiens, une marque de brûlure. Les marques de brûlure, on peut assez vite imaginer des cierges qui brûlaient, et ça on le sait. Donc ça permet d'en savoir plus sur presque, je dirais, la vie quotidienne de cette œuvre aujourd'hui, mais qui était à l'époque une image de dévotion. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est important de laisser visibles ces marques d'usage, ces marques liées au temps, mais liées à des faits très précis. Donc on a laissé les marques de brûlure. Alors, on ne les a pas laissées telles quelles après avoir enlevé les repeints. Il y a eu aussi un travail de restauration très subtil sur lequel s'est penché aussi le comité scientifique parce qu'il fallait que les restaurateurs puissent, pas atténuer, mais faire en sorte que lorsque le visiteur rentre au musée, il ne les voit pas en fait. Parce que ces marques, elles passent dans l'ensemble de la composition et par chance, cette œuvre est tellement fantastique que vous êtes happé par sa beauté, par sa folie, plus que par tout de suite la marque de brûlure. Mais en vous approchant, si vous regardez bien, si vous observez bien, vous allez voir cette marque, on voit bien, on va jusqu'au bois, le bois, la brûlure, le feu a enlevé toute la couche picturale, on voit le bois, on voit les cloques, puisque c'est des taches rondes, ce qu'on croit être des taches, mais on comprend très vite qu'en fait ça a gonflé et puis ça a sauté, et donc c'est la peinture qui a sauté sous l'effet de la brûlure. Donc ça, on souhaitait les laisser, de même que au pied de la crucifixion et dans l'autre partie sur le baquet, on voyait des traces de grattage, des raflures assez profondes qui pouvaient aller jusqu'au bois. Et ça, on trouvait que c'était intéressant parce qu'on s'est dit que ces marques-là, elles étaient certainement liées à un objet, une baguette,
qui permettait d'ouvrir et de refermer les volets. Les volets, ils font presque 3 mètres de haut sur 1,65 m. C'est quand même, il faut les déployer. Il fallait monter sur les marches de l'hôtel pour les ouvrir. Donc quand on est sur les marches, ça va, mais dès qu'on se recule pour ouvrir avec l'envergure du volet qui s'ouvre et qui se referme, il fallait de l'aide d'un petit bâton, très certainement. Et donc toutes ces éraflures, on a atténué ces marques-là. On n'allait pas laisser des éraflures au pied de la croix, mais on les a atténuées. Mais ceux qui observent bien vont voir ces marques présentes. Et pour les sculptures, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les sculptures, malheureusement, en 1793, quand le retable est évacué à Colmar pour le protéger du vandalisme, les personnes qui s'en occupent prennent les panneaux peints, prennent les sculptures, prennent certains éléments décoratifs, mais laissent la caisse sur place, la structure portante, si je peux dire. Elle reste à Isenheim et elle est détruite. En 1794, il n'existe plus rien de la caisse. Donc on avait certains éléments. En 1930, on refait une caisse, donc un bâti moderne, avec des éléments anciens. Et puis, on ne sait pas trop comment l'organiser. Il y a des éléments qui avaient été refaits en plus en 1889 pour rajouter, pour donner l'impression d'eux. Et on se rendait bien compte, c'était bizarre, au-dessus de Saint-Jérôme, on avait des réseaux ajourés, très beaux, hein, sculptés, avec des décors de houblon, de feuilles de vigne, de chênes et des oiseaux. Et puis au-dessus de Saint-Augustin, il n'y avait rien, il y avait un trompe-l'œil fait sur du contreplaqué. Enfin, c'était un peu absurde. Et donc on s'est posé la question avec le comité scientifique de savoir quoi faire. Et puis en étudiant, en restaurant ce réseau ouvragé qui se trouvait au-dessus de Saint-Jérôme, on s'est rendu compte, effectivement, il y a des oiseaux sur l'ensemble du réseau ouvragé, mais on s'est rendu compte qu'il y en avait un où il n'y avait en fait que de la vigne avec des oiseaux, et l'autre où il y avait du houblon et du chêne. Et on s'est dit, mais en fait, c'est deux réseaux différents. Donc on les a différenciés. Et c'est vrai que de toute façon, ils n'étaient pas tenus entre eux, c'était séparé. Et on s'est dit, ben, on va les séparer, on va en mettre un au-dessus de Saint-Jérôme, et un au-dessus de Saint-Augustin. Même si ce sont des fragments, mais c'est plus cohérent par rapport à ce qui avait été fait précédemment. Comment vous sentez-vous après ces 4 années de restauration ? Alors, c'est vrai que c'était une décision pas évidente à prendre. Pourquoi restaurer? Mais en même temps, c'est vrai que si cette œuvre n'avait jamais été restaurée de sa vie, pourquoi pas garder un chef-d'œuvre dans son état d'origine, avec son histoire et son temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on restaure les œuvres d'art. Pourquoi pas, dans le cas d'une œuvre découverte dans un grenier qui n'a jamais été restaurée, garder en fait l'œuvre avec toute l'histoire de son temps. Mais cette œuvre-là, on le sait, elle a été restaurée à toutes les époques. Mais il fallait prendre la décision de faire une restauration un peu fondamentale avec l'ensemble des éléments. Donc, décision qui a été prise et suivie par la Société Schongauer et le comité scientifique de suivi, où il y a des conservateurs, des restaurateurs français, allemands et suisses, et des historiens de l'art, et des membres du Centre de recherche et de restauration. Donc ça, déjà, c'est bien d'avoir pris la décision, d'avoir pris le temps de bien le faire, avec des études préalables assez importantes. Et puis après, se lancer dans la restauration. Là aussi, il fallait prendre le temps. Et là aussi, c'est toujours des moments un peu difficiles. Je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'on bougeait un panneau, parce qu'il faut les bouger, ces panneaux, il faut les descendre, il faut les remettre en place. C'est des panneaux qui sont très grands, qui ne font qu'1 centimètre d'épaisseur. Et je peux vraiment, quand vous les bougez, vous vous dites, voilà, le moindre faux pas peut être fatal. Donc, à chaque fois, on répétait. Il y avait tout un travail avec Aubert Gérard, le restaurateur, qui maîtrisait tout ça à merveille, avec Anthony Pontabry, qui dirigeait la filière des peintures. Voilà, pour que tout soit parfait. Mais on a toujours peur, parce qu'on sait qu'il peut arriver... il y a quelque chose qui peut se gripper là, et il peut y avoir un faux pas. Et à chaque fois, c'était pour moi des moments assez forts, un peu d'angoisse. Donc le fait que ça soit fini et que tout se soit bien terminé, et avec un résultat, moi je le trouve fantastique.
J'espère que les visiteurs le trouveront aussi fantastique, mais au moins il y a une cohérence dans l'ensemble de la restauration du retable. Et je trouve qu'on revoit l'unité du retable entre les panneaux, les sculptures. Donc pour moi c'était un grand moment qui a duré 4 ans, mais très fort, très dense. Et puis une belle histoire, parce que c'est une belle histoire de travailler avec le comité scientifique, avec les restaurateurs, avec tous les gens qui sont venus autour de cette restauration. C'est une belle aventure.